Merci, chers collègues. Bonsoir à toutes et à tous. Merci bien, Stéphane, pour tes doux messages à l'instant, bien sympathiques. Je présenterai Marianne en deux mots. Ça serait trop long. On prendrait en fait toute la conférence pour juste citer le CV de Marianne. Mais quand même dire que Marianne Zogmal travaille en tant que collaboratrice scientifique à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne. J'y travaille également en tant que professeur associé dans ce contexte où on forme les étudiants en travail social. Mais Marianne travaille aussi, et vous l'avez certainement croisée à plusieurs reprises, dans le monde de la petite enfance, a travaillé en tout cas, mais toujours connectée avec l'expérience de l'éducation de l'enfance, et puis travaille aussi à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Marianne est docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Je suis donc Dominique Trébert. Je suis intéressé par les thématiques de l'éducation de l'enfance à l'origine, du travail social et de la santé. Nos intérêts portent sur l'alternance. Et quand on a dit alternance, on pense avoir tout dit, mais en fait, il y a toujours un défi à relever pour définir ce que c'est exactement. Le tutorat, à savoir que font les praticiens formateurs et les référents professionnels lorsqu'ils sont au contact direct des étudiants qu'ils accueillent dans les stages. L'analyse de l'activité des praticiens formateurs dans le contexte HES. Donc, je suis animateur et Marianne a aussi eu l'occasion de participer à de nombreux CAS sur ces questions. Et puis finalement, ce qui nous intéresse, c'est les rapports entre formation, travail et langage. On va y revenir durant cette présentation. En adoptant la perspective, et tu l'as un peu souligné d'une manière en introduction, on appartient à l'école, on pourrait dire, filiétasienne. Hein, mais on s'appuie aussi sur d'autres courants. Bienvenue. Chers collègues, hier, nous avons regardé la liste des participants. Eh bien, ça fait plaisir de revoir des visages connus. Hein, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de revoir des visages connus dans les contextes genevois de la petite enfance. Mais si nous sommes tous les deux sur scène, j'aimerais aussi présenter Camille Montefusco, qui est également avec nous dans ce collectif de recherche centré sur les dimensions collectives de l'accompagnement aux formations. Camille ne pouvait pas être présente avec nous, mais elle est finalement bien présente dans ce travail d'équipe. Nous aurons l'occasion aussi de signifier à plusieurs reprises au cours de la présentation, mais j'aimerais encore une fois la saluer et saluer les camarades de jeu qui sont présents dans la salle. En fait, en regardant cette liste, on a clairement identifié qu'il y avait des provenances et puis des parcours et des profils différents chez les participants. Notre présentation, elle va concerner, c'est un défi à relever, tant les concepteurs de dispositifs de formation, les directions d'institutions, les cadres qui travaillent au sein des différents services, les enseignants, les formateurs, formatrices, les praticiens formateurs, référents professionnels également, les équipes au travail. Elle concerne aussi, on pourrait bien ne pas les oublier, les étudiants des écoles. Et également, ne les oublions pas non plus, les patients et les usagers des services socio-éducatifs, éducatifs et de la santé. L'intro est faite, on peut aller à l'apéro. Au programme, quelques mots sur le contexte de la recherche, en jeu, les partenaires et puis les questions qui nous intéressent en particulier. Réaliser l'alternance, un défi persistant. On reprendra quelques éléments sur cette question qui reste vraiment un défi, dilemme. Quelques mots sur nos théories, les théories embarquées pour pouvoir aller voir les PF au travail, les éléments de méthodologie, avec l'idée que l'analyse des interactions est au centre de nos objets d'une part et de nos méthodes d'autre part. L'analyse empirique, on arrive au terme de notre projet de recherche FNS qui a duré 4 ans
Et au cours de ces 4 ans, il y a un paquet de données. On a filmé environ 180 heures de film. Aujourd'hui, on va voir un petit morceau de tout ça, parce qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure. Mais on va vous embarquer dans les processus, l'imbrication entre les processus de travail et de formation, notamment par les entretiens tripartites. On va aller voir en deuxième temps la multiplicité des enjeux dans le feu de l'action. Que font les PF quand ils sont plongés dans les situations au contact des usagers et des étudiants? Et puis, on observera aussi l'activité autonome des étudiants, se former dans le travail avec des usagers, quand on pense que le PF ou l'APF n'est pas toujours présent. Enfin, quelques éléments conclusifs et discussions. Les enjeux généraux, qui sont généraux, mais en même temps qui sont notre fil conducteur au cours de la recherche, c'est mieux comprendre les conditions réelles de l'accompagnement sur la place de travail. Premier enjeu. Le deuxième, c'est de contribuer à la coproduction de savoirs spécifiques sur le tutorat. Et j'ai souligné le mot avec les partenaires. Il y a des collègues dans la salle avec qui on a travaillé, à Nadir, bonjour, qui disait c'est quand même intéressant quand vous venez bosser avec les partenaires, vous n'êtes pas uniquement les chercheurs qui venaient, qui repartaient avec la matière première et puis qui partaient puis on ne les voit plus. Ces feedbacks étaient finalement assez intéressants. Donc cette idée de coproduire des savoirs spécifiques avec. On a toujours à cœur, au sein de l'équipe, de promouvoir la reconnaissance de la complexité, de la spécificité de l'activité des PF et des collectifs engagés dans l'activité de formation. Je pense que nos travaux, humblement, il faut rester humble dans ces histoires, contribuent à la réflexion sur l'aménagement de CAS, de dispositifs de formation à l'intention des PF. Il a contribué d'une certaine manière au développement de l'alternance, ce dialogue entre 2 lieux de formation au sein de la HESSO. Et puis, favoriser le dialogue entre recherche et milieu professionnel. Hétérogénéité des partenaires. On a embarqué nos caméras dans une diversité de lieux, à la fois chez les partenaires des milieux professionnels, les partenaires des hautes écoles HES en santé sociale, on va le voir, et partenaires universitaires associés, on va le voir également. Donc l'HESSO est une institution auquel on était proche. Dans la santé, nous sommes allés au CHUV, à Lausanne. Donc on a surtout bossé dans l'environnement lausannois et puis dans le contexte d'Unisanté. Dans le contexte du travail social, nous sommes allés dans 2 fondations. La Rambarde qui s'intéresse à l'accueil, foyer d'urgence de jeunes qui ont besoin de protection avérée. La fondation de Verdeil, plutôt handicap et insertion professionnelle. Et enfin, le service social du CHUV également. Donc vous voyez que le CHUV est bien représenté tant au travail social qu'au niveau de la santé. Enfin, santé au niveau des écoles, partenaires écoles, nous avons travaillé avec les collègues de la Source à Lausanne, l'équivalent de la HEDS ici, les SAV, équivalent aussi de la HEDS ici, donc la Haute École de Santé Vaud, et puis avec la HETSL, la Haute École de Travail Social et de la Santé, anciennement appelée EESP, ainsi que les collègues du Valais à Sierre. Et enfin, partenaire universitaire associé, université, l'équipe Interaction et Formation pilotée par Laurent Filietta, et puis le groupe d'analyse des interactions en lien avec le travail. Les axes que je vous propose, les axes de questionnement interdépendants que nous avons déployés, que nous avons tenté de déployer au cours de la recherche, c'était le premier axe interindividuel, à savoir l'étude des formes d'accompagnement qui se réalisent lorsque le binôme PF étudiant sont ensemble, constituent vraiment un binôme. C'est le cas par exemple dans les entretiens hebdomadaires.
C'est le cas, par exemple, quand le PF va montrer quelque chose auprès de l'étudiant lorsqu'ils sont deux. Le deuxième axe, c'est la dimension collective. L'étude des formes, lorsque l'accompagnement il est distribué, délégué, négocié avec les équipes. Et on pourrait dire les équipes, ce n'est pas seulement les référents professionnels, les membres de l'équipe, mais c'est aussi les cadres, la hiérarchie. Donc c'est cette idée de comment on se coordonne collectivement au sein de l'institution pour se centrer sur l'accompagnement des étudiants, sur la place de travail. Enfin, on avait pour objectif l'idée d'étudier les variations et récurrences entre l'accompagnement PF du point de vue du travail social et du point de vue de la santé. Et d'imaginer des transpositions de quelques résultats pour la formation. Donc on puisse finalement utiliser certaines des pistes, pour autant qu'elles soient perçues comme valables, intéressantes, pertinentes, d'envisager des dispositifs. 2-3 mots sur les dilemmes persistants de l'alternance. Je vais certainement enfoncer avec Marianne une porte ouverte, mais ce n'est pas inintéressant de les rappeler brièvement. Vous connaissez peut-être la rectrice de la HESSO, on l'entend souvent à la radio ou à la télé. Pour elle, je la cite, elle dit que la notion d'alternance est l'ADN de la HESSO. Alors ok, qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Une approche pragmatique dont les activités reposent sur des modalités de formation de type universitaire fondées avec un fort ancrage dans les pratiques professionnelles. Alors, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec ça, je ne sais pas comment je m'appelle. Parce que cette idée du lien fort avec les pratiques professionnelles, on pourrait dire que ça fait sens. Bon, pour autant, Patrick Mayen nous dit que la pratique, ce n'est pas l'apanage du milieu professionnel, pas plus que la théorie, c'est l'apanage du milieu de formation. Vous voyez déjà, il annonce la couleur du caractère dichotomique de la chose. Notre cher Philippe Pernoud disait, à une époque encore récente, on va dire, que le terrain, ce n'est pas la seule composante de la formation, etc. Il dit la même chose que Patrick Mayen autrement. Ni le seul lieu dépourvu de théorie quand il s'agit des pratiques. Ok. Marc Durand a fait un essai sur la question, il dit mais bon, c'est une controverse bipolaire, antagoniste, inconfortable, etc. Et une belle idée qui est quand même très synthétique, mais qui montre que les alternants, en fait, ils se confrontent à deux types de savoirs qui sont distincts. L'un, il est épistémique, et l'autre, il est actionnel. Et qu'il y a de la concurrence entre les deux. La concurrence, et du coup, même Jaubert de dire, il n'arrive pas à se reconnaître ces types de savoirs qui sont quand même de nature différente. Notre camarade Kaddouri, eh bien, il précise sa pensée en disant que oui, c'est vrai, du côté épistémique, ces savoirs avec tendance sur la généralité, l'universalité, les savoirs sont externes, la généralité est omniprésente, et puis c'est complètement détaché de l'action localisée, contrairement aux autres types de savoirs qui, eux, sont singuliers. Il n'y a pas une action qui est la même. L'accompagnement du lundi, ça ne va pas être le même accompagnement le mardi, etc. Une même activité, elle peut être répétée plusieurs fois. On est toujours face à l'imprévu, la variabilité. Donc tension, et c'est complètement intégré à l'action. Alors, on va vite basculer, peut-être trop vite, mais l'idée de voir l'alternance autrement, avec quand même un des penseurs sur la question, Laurent Veillard, qui est aussi un collègue de nos équipes. Il y a peut-être bien sûr deux environnements, mais il faut vraiment penser la diversité des pratiques interdépendantes. Et puis, il continue la prise en compte plus fine de l'organisation pluricontextuelle de situations d'apprentissage. Un exemple, quand le PF prend par la main ou pas
l'étudiant pour un entretien pédagogique, eh bien, il est dans une organisation d'un autre type, mais qui est quand même, qui a son sens. Quand la stagiaire dans les soins infirmiers fait une observation autour du lit du patient sous le regard bienveillant de l'APF, on est dans une autre situation où les savoirs peuvent se combiner. Donc de ne pas seulement penser les choses en termes antagonistes, mais plutôt imbriqués. Alors de le dire, c'est bien, de le voir, c'est encore mieux. France Méran, qui est de la maison, elle parle, et bien d'autres, de l'importance de penser les objets de savoir comme en tant que trajectoire. Je vais prendre un exemple. Trajectoire des objets. Un exemple qui me vient, enfin je vais penser un petit peu avant quand même, dans les milieux de la santé et dans les milieux du travail social, il y a un dénominateur commun, on est centré sur le patient ou sur l'usager. Centration sur la personne. L'empathie. OK ? Concept. Eh bien, l'empathie, elle se discute dans les espaces de la classe, elle se discute dans les ateliers, elle se discute dans le face-à-face confrontant avec le PF, elle se discute dans la relation même avec l'usager et le patient, elle se discute en analyse de pratique, etc., etc. Donc, les objets de savoir transitent d'un espace à l'autre. Donc, ça nous invite à penser cette affaire-là comme des moments de passage d'espace-temps dans les espaces de la formation. Jean-Marie Barbier nous parle de... Ben oui, c'est un peu les mêmes débats, c'est intégrer la pluralité des savoirs au cœur même de l'activité de travail. Et là, je pense qu'en tant que formateur, PF, référent, quand on accompagne les étudiants, qu'on leur demande soit réflexif, ça ne vient pas de manière spontanée, mais la question de la pratique réflexive, elle se construit dans l'interaction avec les étudiants pour pouvoir intégrer cette pluralité de savoirs qui sont mobilisés. Guy Jobert, ne pas dissocier, penser le savoir dans son rapport à l'action. Et puis, peut-être la dernière, avant de basculer sur une autre thématique, on va arriver sur la question du tutorat. Une remarque de Patrick Maillan qui nous dit « On est quand même fort à l'école. » Je mets avec la casquette prof. On est quand même fort parce qu'on a une illusion, c'est que le concept que je transmets aux étudiants, il suffit de l'entendre, peut-être de bricoler un peu avec, pour qu'il soit applicable ici et maintenant, tout de suite, in situ. Ben, c'est une position théorique. Alors, on n'est pas en train de renier le fait que les concepts déterminent les actions à venir, mais de considérer que c'est quand même bien de penser les situations plutôt que le top-down, par exemple. Donc c'est l'idée de... Les systèmes théoriques peuvent être appris en dehors de toute expérience. C'est un tout petit peu délicat. Ça demande un sacré boulot. OK, sur la question des... On est bien, Marianne, dans le temps? Tu m'envoies un petit coup de... La place des tuteurs et des praticiens formateurs. On est toujours finalement dans ce système d'alternance, mais on focalise sur la place des PF, la place des référents professionnels qui sont considérés comme des acteurs déterminants. Alors, on est d'accord avec ça, mais la revue de littérature, elle est omnisciente sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est que la médiation, le rôle des autres, la présence, maintenant il faut définir ce que c'est la présence, on va le voir dans nos données, c'est que la présence ne veut pas forcément dire une présence immédiate, mais c'est une présence qui est réfléchie, on va voir ça tout à l'heure. C'est un enjeu social de première importance, un élément indispensable de progrès pour les personnes en formation. Et puis, je nous invite à penser aux travaux de Vygotsky sur la zone proximale de développement.
On apprend toujours mieux par l'intermédiaire de l'influence d'autrui. La question de la didactique professionnelle sur la diversité des scénarios qui vont, en pensant à Cunéjel notamment, qui montre la distinction, et je ne vais pas faire la totale, mais entre la familiarisation situation jusqu'à la mise au travail autonome. Il y a des chemins à parcourir. Vous avez vu, je fais une ligne linéaire. Dans nos travaux, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On pense aux travaux en anthropologie sociale de Lev et Wenger sur les communautés de pratique, notamment le concept de participation périphérique légitime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étudiant, il est au bord de la piscine, dans un premier temps, puis progressivement, il va au centre de la piscine, donc dans une pleine participation de situation, alors qu'au début, il est plutôt dans l'observation des choses. Donc, à la périphérie. On va vous proposer quelques discours qu'on a obtenus de la part de collègues sur le terrain sur l'activité des PF. Que disent-ils quand on leur dit « mais les PF de votre point de vue ?» On était dans des entretiens de recherche préalables à notre recherche. Alors, il y a une remarque d'un cadre. C'est un coordinateur de la formation qui doit travailler plus avec les référents, avec les équipes. Le PF doit se voir plus comme un agent de collaboration. Nous, on rajoute en titre pour l'artisan de la coordination parce qu'il y a cette dimension de créativité qui est absolument essentielle. Une autre remarque d'un PF, c'est en fait, avec cette idée de l'imbrication entre travail et formation, c'est pas uniquement, il n'a pas uniquement une focale de formation, mais également des objectifs de travail. Ne pas mettre en danger la sécurité d'un patient, l'importance de la dimension interprofessionnelle. On voit bien qu'il y a les objectifs du travail, les objectifs de formation qui sont combinés au travail. Et puis en pensant à Stephen Billett, en pensant aux Workplace Studies, Learning in a Workplace, qui montre la distinction entre affordance et engagement, un PF évoque. C'est une affaire interpersonnelle qui dépend non seulement des PF et des membres des équipes, mais également des étudiants. Vous voyez que tout le monde est embarqué dans cette élaboration complexe. Alors, avant de passer à l'épistémologie, à théorie sur les interactions, brièvement, et ensuite à l'empirie, j'aimerais peut-être relever un point. C'est que de notre point de vue, on considère que l'activité des PF, elle est seen but unnoticed. Alors, si on doit traduire ça, on pourrait dire que l'activité des PF, elle n'est pas facile à voir à l'œil nu. On peut aussi traduire littéralement par « c'est vu », mais pas repéré. Eh bien, on pourrait aussi, et la distinction qu'on fait entre ces deux termes, c'est que l'activité des PF, elle est complexe, elle n'est pas facile à saisir. Il y a une distinction fondamentale entre voir et regarder. Voir, seen, mais regarder, ça implique peut-être cette capacité à décrire ce que j'ai vu. Ça implique un effort d'inhibition de caractère de l'observation. Ça implique peut-être d'accepter de se laisser surprendre. Et puis, la question qu'on peut se poser par la suite, c'est comment on accède aux subtilités de leur travail. C'est le boulot que finalement on a tenté de faire humblement sur quelques séquences. Alors, le cadrage théorique et méthodologique emprunté, on pourrait le résumer de la manière suivante. On s'intéresse à des pratiques situées, collectives et multimodales. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les pratiques situées, in situ, donc on va s'intéresser à l'analyse d'interactions réalisée à partir de pratiques réelles. On va observer les processus fins, on rentre dans la micro-analyse là.
dans les processus fins de coordination, d'ajustement réciproque entre les participants. On observera les ressources langagières verbales et non verbales qui sont mobilisées telles que on peut former avec le regard, on peut former avec le geste, avec la mimique, avec des déplacements dans l'espace. Donc tous les éléments multimodaux, non verbaux, y compris l'usage des objets, font partie des ressources qui sont observées. On va s'intéresser à une analyse systématique des processus d'interaction. Notamment, on va faire l'effort de prendre en compte le déroulement des tours de parole et d'action, ce qu'on appelle aussi les enchaînements séquentiels, ce que dit l'un, ce que dit l'autre, etc. L'analyse devient microscopique et nous permet d'accéder aux ressources déployées par les interactants. Retenons que l'intérêt, c'est de bien voir le déroulement séquentiel et non pas les actes isolés. On ne s'intéresse pas ou beaucoup moins aux images fixes, même si là où il y a des images fixes, c'est juste pour le décor. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir la séquence de ces images qui donne un sens à l'intercompréhension en actes. Notre démarche, elle est vidéo-ethnographique. Donc ça implique des principes, je le dis un peu rapidement ici. On est toujours passé présenter l'étude aux partenaires, qu'on vous a listé tout à l'heure. On a toujours pris en compte le fait que c'était important de s'immerger dans les milieux, de ne pas faire comme on disait tout à l'heure, on vient, on prend les données, puis on part sans plus revenir, donc s'immerger, et puis de finalement construire les situations qui vont faire l'objet d'une recherche négociée avec les partenaires fondamentales. Donc on n'arrive pas avec une liste de questions, de choses qu'on veut observer, finalement les situations, elles sont coélaborées. Ça implique, étant donné qu'il y a du film, des consentements, des autorisations, auprès de tous les acteurs, des patients, usagers, collègues, enseignants, formateurs, les équipes, etc. Usage de la vidéo, on l'aura compris, et de transcription détaillée, on va en voir quelques exemples. Et puis des retours à la fin auprès des PF, à l'occasion de journées d'analyse, de co-analyse, et puis de continuer finalement d'avancer sur la compréhension des phénomènes observés. 2 slides un peu pour situer le corpus très rapidement. 172 heures. On n'a pas fait exprès, mais comme on le disait récemment, on est peut-être un peu suisse. On a été très ponctuel, 86 heures de film en soins infirmiers au CHUV et puis 86 heures en travail social. Dans les contextes variés, HES, CHUV, Unisanté et dans les différentes fondations, dans les services suivants, en psychiatrie, en néonatologie, en oncologie, en Unisanté au service de l'accueil des migrants, et en travail social, protection de l'enfance, l'accueil d'urgence, l'insertion socio-professionnelle et le service social. Quelques chiffres encore sur le nombre de PF. En santé, on a travaillé avec 6 PF au cours des 4 ans, 8 en travail social, en sachant qu'en santé, les nombres des stages, vous le voyez, 6 stages courts versus en travail social, c'est 2 stages longs sur une durée de 3 ans. Je n'ai pas pris en compte les étudiants en emploi là. Les durées de stage, c'est de 6 à 8 semaines dans les domaines santé, et puis des très longs stages de 22 semaines en travail social. Les stages observés dans la santé étaient au nombre de 5, en première, deuxième et troisième année. Puis on a un petit clin d'œil rapide sur vous voyez les surlignages verts, on voit de 2020, 2021, 2022, les périodes où on a été dans les services. Stage observé, 7 dans le contexte du travail social. En deuxième et troisième année, il n'y a pas de stage en première année. Et puis, alors, on voit pareil, des surlignages bleus, on voit la présence dans les services du travail social. Je ne vous raconte pas, mais on a tous été
embarrassés par la question du Covid, ça, bien sûr, ça ne nous a pas joué que des bons services, mais on a réussi quand même à produire ce qu'on devait faire. Marianne, je te passe le relais. Merci beaucoup, Dominique. Alors, après cette présentation de la recherche dans son ensemble, on va maintenant entrer dans quelques données empiriques pour vous montrer un peu comment on a essayé d'aborder cette question de l'alternance dans ces données. Puis, on va présenter 3 études de cas dans 3 contextes de stages différents. Alors, une fois en néonatologie et en santé, et puis 2 fois dans le travail social, une fois dans un foyer de protection de l'enfance, un accueil d'urgence, et l'autre dans un atelier d'insertion socio-professionnelle. Avec cette question un peu générale, alors comment se déploient les pratiques d'alternance dans le travail et la formation dans le contexte professionnel, et quelles sont les ressources que les participants à l'interaction mobilisent dans ces situations observées pour s'ajuster mutuellement. Et ce qu'on va essayer d'aborder, c'est la question justement de l'alternance entre travail et formation à travers 3 situations. Une fois les entretiens tripartites, les moments où les PF rencontrent les enseignants des autres écoles qui viennent dans les lieux de stage avec les étudiants pour négocier les objectifs de stage au début d'un stage. Après une situation vraiment activité de travail où le PF intervient auprès des usagers en présence d'un étudiant, et puis aussi une activité autonome pour justement là aussi interroger la question de l'alternance. Alors, le premier exemple, un entretien tripartite où sont présents alors une enseignante d'une école, haute école, l'étudiante et puis l'APF dans le champ de la santé. Et il s'agit de discuter des objectifs de stage, de faire un contrat tripartite. Et puis alors, comme vous le voyez dans le dessin qui est tiré justement du film qu'on a réalisé, les personnes ont devant elles le classeur où sont notés justement les objectifs qui sont discutés pour les ajuster, les finaliser. Et puis pendant cette discussion-là, il y a un moment donné que la PF prend la parole et dit « parce que ce matin », et puis elle commence à raconter ce qui s'est passé quand elle a accompagné l'étudiante dans la situation de travail. On a fait tellement de choses, j'ai tellement poussé vers le café parce qu'on a fait tellement de trucs, elle n'a pas eu le temps de se dire « je laisse mon patient sous surveillance ». Ce qui fait que là, la PF, elle fait référence à une activité de travail qui s'est passée, un exemple qu'elle donne, où justement, en allant faire la pause café, l'étudiant, elle n'a pas dit aux collègues qu'il fallait encore continuer à s'occuper du patient pendant leur absence. Et la PF va enchaîner et justement dire que dans ce moment-là, on s'absente juste 5 minutes, 10 minutes, il faut juste donner quelques éléments de surveillance, que quand à la fin de la journée, tu fais un autre rapport, ce qui fait qu'il y a l'exemple du matin, quelque chose qui est généralisé, qu'il y a différentes façons de faire les rapports. Et puis, pendant tout ce temps-là, vraiment des échanges de regards entre la PF et l'étudiante, quelque chose où elle lui a déjà fait les remarques, mais elle revient dessus pendant que les personnes discutent les objectifs de stage. Et là-dessus, c'est l'enseignante qui va continuer, puis qui va dire, mais ça, c'est une forme de délégation. Et elle vient avec une notion qui justement fait partie des objectifs de stage, des documents de l'école. Et puis elle parle du BS5, c'est l'intitulé qui est donné à ce stage-là, le 5e stage de la 3e année. Et puis elle parle du positionnement professionnel et la notion de leadership. Ce qui fait que là, il y a une mise en lien de cet exemple qui vient du travail avec les documents de l'école, les objectifs de l'école et justement ce qu'il faut mettre dans le contrat tripartite autour de cette notion de délégation. Et puis, c'est l'enseignante qui ajoute qu'il faut vraiment profiter de toutes les occasions, les situations de travail pour essayer de s'exercer à déléguer et puis d'adopter un positionnement de leadership. Ce qui fait que c'est l'enseignante qui parle du travail. Et puis, quand elle voit la tête de l'étudiante qui est un peu dubitatif là-dessus, ça vous inquiète.
Et c'est à ce moment-là que l'étudiante arrive à prendre la parole et qui se dit c'est difficile de déléguer quand nous-mêmes, on n'est pas encore à 100% à l'aise dans la situation, ce qui fait qu'elle peut parler de son vécu à elle et puis justement de cette difficulté qui est liée à cet élément de tant un objectif de formation, mais aussi de quelque chose qui est lié dans le travail quand il faut faire vite et puis aller à la pause avec l'APF et puis en même temps ne pas oublier de donner des éléments de surveillance. Et quand elle parle de sa difficulté de mettre ça en place, l'APF, elle va réagir et puis elle va revenir sur l'exemple de la situation de travail. Mais je vais te donner un exemple. Ce matin, le fait de déléguer, ça montre que tu es toujours dans l'optique de voir si tu mets le patient au centre de tes préoccupations. Ce qui fait que cette idée de délégation, elle n'est plus seulement mise en lien avec un objectif de formation, avec les attentes de l'école ou du parcours de formation, mais que justement c'est aussi quelque part un objectif qui est lié au travail et qui permet justement de penser que si on va à une pause ou que le soir on va, quand on est un patient qui est comme ici en soins intensifs, c'est qu'il faut bien laisser le relais aux autres. Et on va dans cette situation-là, comment les différentes focales, les différents enjeux sont discutés ensemble. Alors l'orientation vers le travail, avec l'exemple du matin même, les règles d'action justement qu'il faut mettre, toujours faire un rapport quand on est en train de partir, que cette situation de travail, c'est une opportunité de formation pour permettre de réfléchir à ces objectifs de formation et qui permet aussi de discuter des valeurs professionnelles, justement cette idée du patient au centre. Mais ça permet simultanément de discuter des enjeux de la formation avec les objectifs qu'il faut noter dans ce contrat tripartite, mais aussi des concepts théoriques comme justement là, la question de la délégation ou d'un positionnement de leadership, mais aussi les compétences qui sont prévues dans le plan d'études cadres, qui sont justement des objectifs qui font partie un peu du prescrit de la formation. Et dans la discussion, il y a aussi, avec cette possibilité qui est donnée à l'étudiante de réagir là-dessus, un lien avec la difficulté de réaliser de tels objectifs qui croisent les enjeux de travail et de formation, de pouvoir parler du vécu de l'étudiante, que c'est pas aussi simple que ça de déléguer quand on ne sait pas encore vraiment faire le travail, et puis justement aussi une tension entre travail prescrit, travail réel, qui permet peut-être de mieux clarifier justement l'importance de l'objectif et de ces enjeux là-dedans. Et comment cette émergence de ces éléments d'alternance entre les objectifs de travail, de formation se fait, alors par l'enchaînement des thématiques, on passe de l'un à l'autre, on parle un peu de tout en même temps, mais disons, c'est vraiment ça qui fait qu'on peut croiser les enjeux avec les regards. Alors même pendant le temps que l'étudiant ne parle pas encore, il y a plein de regards de complicité, de sourires cachés derrière les masques, et vraiment l'APF et l'enseignant tiennent compte de la réaction de l'étudiant, les sourires et les rires, quand justement, c'est un exemple qui a déjà été dit, l'étudiante qui sait bien que c'est pas tout à fait, elle fait un peu ce que j'ai essayé de dessiner dans ce dessin à partir du film, ce mouvement, elle s'excuse un tout petit peu à travers son positionnement du corps, et puis évidemment l'utilisation des documents communs où certains éléments autour des objectifs sont nommés. Et ça permet vraiment de construire des alignements entre les trois participants pendant ce moment d'échange, pendant cet entretien tripartite avec des affiliations. Les trois se comprennent autour de quelle est l'importance de pouvoir déléguer. Et on voit ici un exemple où les trois participants négocient alors la cohérence et la complémentarité entre des différents contextes de la formation, les enjeux de travail, les enjeux de formation, et puis qu'on voit qu'il y a quelque part des logiques qui sont imbriquées, peut-être justement pas dans une alternance les uns après les autres ou de façon séparée, mais vraiment que ça vient dans le même moment et dans une même discussion. Alors, c'était un moment où on attend l'alternance dans les entretiens tripartites. C'est créé comme ça parce qu'on invite justement les enseignants dans les lieux de travail. Alors maintenant, un autre exemple que Dominique va vous présenter dans le feu de l'action. Merci Marianne. Donc deuxième séquence,
nous sommes dans le contexte du travail social. Présentation, oui. Institution de pédagogie spécialisée avec des adolescents qui présentent des difficultés d'apprentissage et des troubles associés. Nous sommes donc là typiquement dans un centre qui s'intéresse à l'insertion socio-professionnelle, la transition école-métier. Et puis ce que vous voyez à l'image, c'est en fait une illustration d'un atelier, où les maîtres socio-professionnels travaillent, mais les éducateurs sociaux. Puis là, on va voir un maître socio-professionnel qui endosse aussi le rôle d'éducateur social à l'occasion d'un atelier de préparation de ski. Et la scène qu'on va voir dans une toute petite séquence vidéo dans quelques secondes montre les trois acteurs. Donc l'EPF, vous le voyez ici, plutôt en recul. Donc il a une présence d'un certain type. Le jeune adolescent et l'étudiant qui est en première année, dans le premier stage de formation. Alors, la situation est la suivante, c'est que le jeune vient d'essayer de déguiser un ski. Donc on voit le ski qui est sur l'établi. Il vient déguiser et l'étudiant considère que l'action, c'est pas ça. Mais il n'est pas sûr. Parce qu'il doit apprendre aux jeunes à réaliser une action d'aiguisage, mais lui-même, et un peu le défi, il n'est pas non plus complètement expert, qu'il apprend à faire ça également. Donc, vous voyez son petit geste, il appelle l'EPF, besoin d'aide, et il le manifeste. Alors, la séquence qui suit, qu'on va voir, montre, et c'est ce que je nous invite à voir rapidement, c'est l'imbrication de 3 niveaux d'activité. Quand tout à l'heure on disait que l'activité d'EPF elle était difficile à saisir à l'œil nu et qu'il nous faut des outils d'analyse pour vraiment accéder à la complexité, eh bien, on va voir qu'en 22 secondes, il y a 3 niveaux d'activité qui sont complètement imbriqués. Le premier, c'est qu'il y a une réalisation d'une tâche à des fins de production. Il s'agit de produire de l'aiguisage de ski pour les écoles environnantes. Donc il faut bosser. Focal sur l'activité de préparation de ski. Le deuxième, c'est que en faisant ça, il faut aussi s'adapter aux jeunes, puisque le jeune a ses problématiques. Donc s'adapter aux jeunes accueillis dans la structure dans une optique socio-professionnelle. Donc on s'y prend d'une certaine manière. Et puis, imbriquer à cela, il y a un 3e niveau d'imbrication, c'est qu'il faut aussi montrer à l'étudiant comment on montre aux jeunes. Vous voyez un peu l'effet poupée russe? Et tout ça en 22 secondes. Quand on voit passer la scène, on se dit, bah ouais, ils sont en train de bricoler autour de ski. Quand on regarde de près, on voit, je mets les guillemets qu'il faut, le génie du PF, mais le génie aussi, finalement, sur le plan interactionnel, comment ils s'organisent pour se comprendre mutuellement dans ce feu de l'action. Et puis finalement, on voit l'étudiant qui endosse son rôle d'étudiant en formation, en train d'essayer de guider le jeune. Tout ça en 22 secondes. Alors, on va aller voir ça. Donc, l'EPF, l'étudiant et le jeune. Observons. Mais là, sincèrement, c'est pas très coupant. Il faut vraiment que ça... Il faut appuyer. T'as vu qu'elle est on la repasse juste pour... oui, pour le plaisir aussi. Mais là, sincèrement, c'est pas très coupant. C'est pas très coupant. Il faut vraiment que ça... Il faut appuyer. T'as vu qu'elle est Ok, t'as pris 4 ans de recherche pour voir ça. Ok, c'est pour ça que t'as les cheveux blancs en fait. Non, mais c'est parce que c'est fin tout ça. Alors, quelques illustrations en images de cette affaire-là. Alors, il dit
l'EPF. Mais là, sincèrement, c'est pas très coupant, première image. Hein. Et puis, il glisse le doigt sur la carre. Hein. Bon, il rend manifeste, hein, parce que même il balade son doigt, si c'était tranchant, il se couperait. L'étudiant, il regarde la carre et puis il regarde l'EPF. Puis il fait Et lui-même, l'étudiant, va toucher la carre dans la deuxième séquence. Pendant ce temps-là, vous observez que l'étudiant est en train de regarder les deux camarades de jeu, là. Hein. Dans la deuxième, donc il se saisit de la... Comment elle s'appelle déjà celle-là? La roulette, la machine à aiguiser. Bon, ça a des noms, hein, désolé, la mémoire joue des tours. Et il dit, l'EPF, faut vraiment... Il arrête, donc il commente quelque chose, il arrête, il effectue l'aiguisage. Hein. Vous avez remarqué une chose quand même qui est quand même assez sympa, c'est que l'étudiant, il appuie finalement le commentaire du PF, il faut appuyer. Donc, il rend manifeste, il rend visible ce que le PF est en train de faire. Il faut appuyer. L'étudiant, il est toujours en observation, et puis on voit que l'étudiant s'adresse aux jeunes et il répète la chose. Il dit, tu as vu que PF, il appuie fort, et là, il fait un autre boulot. Ouais, regarde vers le jeune, etc. Qu'est-ce que ce petit exemple donne à voir? C'est que c'est quand même bien d'aller voir les processus fins de coordination dans l'action. Mais là, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle une omniprésence de ce qu'on appelle l'ostension, c'est-à-dire l'art et la manière de rendre visible ce qu'on fait. Par la parole, c'est omniprésent. Le bon pédagogue, il va beaucoup montrer par le geste, mais non seulement il va faire le geste, mais il va dire qu'il est en train de le faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette monstration, cet art de montrer la chose, eh bien, elle est distribuée collectivement. C'est pas le seul maître à bord, mais c'est pas dit je vais faire ça, puis l'autre va poursuivre. Ça s'est négocié dans ce feu-là de l'action. La monstration l'a distribuée, le PF à évaluer l'action, pas très coupant. Il montre par le geste. L'étudiant commente le terme appuyé, c'est quand même un invariant opératoire extrêmement important. Et il s'adresse aux jeunes, tu as vu, il appuie. Ouais, toute cette dynamique finalement de la construction des apprentissages dans le temps réel de la situation. Et on voit donc l'imbrication de ces trois niveaux d'activité. Alors, juste 3 mots sur ces 22 secondes, mais là on élargit, c'est pas que sur les 22 secondes, sur la dynamique de l'atelier. Montrer l'activité de production, ça fait partie du jeu. Le PF va montrer des gestes techniques, de l'aiguisage, du fartage. Il va aménager un environnement spatial. Il va organiser l'enchaînement des étapes. Il va évaluer l'activité. On a une focale sur production. Mais il a aussi le PF, mais pas que, on va le voir, une activité de travailleur social. Parce que non seulement il fait de la production, hein, mais il crée des conditions favorables à la construction des apprentissages chez le jeune, hein, qui a des spécificités et des troubles spécifiques. Et donc pour ça, il rend ostensif, il nomme, il explicite, il montre, il donne des indices pour évaluer, il montre comment interagir, etc. Il verbalise ce qu'il fait, il valorise le jeune, on le voit à de nombreuses reprises. C'est observable. Et enfin, l'activité tutorale, eh bien, il montre à l'étudiant comment on doit montrer. Par la manière ostensible de faire ce qu'il fait, il donne à voir les ruses, les facettes du métier d'éducateur. Comment organiser le travail collectif, comment on s'y prend en tant que travailleur social. Alors, 22 secondes. On peut faire des thèses sur 22 secondes apparemment. Donc là, et le terme commence à apparaître, on approche des conclusions. On a une hybridité triple.
En l'alternance, on voit cette imbrication, on peut parler d'hybridité. Il n'y a pas d'abord je fais ça, ensuite ça et ensuite ça. Tout se fait en même temps. Et c'est par l'analyse qu'on arrive à finalement déloger cette finesse. Et par le biais, tu l'as fait remarquer dans la séquence précédente, l'importance de la mobilisation des ressources non verbales et verbales qui sont riches et variées, qui sont des ingrédients à noter. Et puis, tous ces enchaînements montrent une pluralité de temporalités qui sont à la fois réalisées de manière ensemble, simultanée, voire successive. Donc, c'est des enjeux tout à fait intéressants à observer. Marianne, je te repasse la parole pour la dernière séquence. Alors, la troisième situation était une situation où il y a une étudiante en travail social qui est dans un foyer d'accueil d'urgence avec des jeunes adolescents qui sont là et qui est en train de faire la lessive avec ces jeunes-là. Alors, il n'y a personne de l'équipe éducative qui est là, il n'y a pas de PF ni rien. Et puis, justement, ce qu'on trouvait intéressant, c'est de s'interroger, est-ce que dans ces moments-là, il y a encore de la formation? Est-ce que c'est juste du travail? Puis, on utilise un peu les étudiants pour, justement, donner un coup de main et puis faire un bout du travail. Et on voulait, justement, peut-être déployer cette question sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors, faire la lessive. Alors le soir, il y a l'étudiante qui va toquer à la porte de la jeune et qui va lui dire « La lessive, ben, tu veux, on va la faire ce soir. » Parce que la jeune, elle va partir le lendemain dans un autre foyer où elle sera de façon plus longue. Elle va partir du foyer d'urgence. Et puis justement, il faut faire la lessive pour que demain, elle puisse tout prendre avec. Et puis, alors, la jeune qui est tout contente, oui, et puis l'étudiant qui lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que moi, je voulais mettre quelque chose et puis c'est sale. » Mais l'étudiant qui lui dit « Mais c'est comme demain, tu pars à 9h, je n'avais pas capté. Et puis, il fallait faire la lessive à cause de ça. » Et puis, elle répète « J'avais pas capté. » Et puis, la jeune qui dit « Alors, on va la faire, on va le faire. » Alors, les deux qui s'avancent vers la buanderie et l'étudiant dit « Mais le problème, je ne sais pas starter une lessive. » La jeune, tout de suite, moi, je sais. Et puis, bon, alors voilà. Et puis, c'est l'étudiante qui a la clé, qui permet d'ouvrir la buanderie. Ça veut dire la jeune ne pourrait pas faire la lessive sans l'étudiante, mais l'étudiante ne pourrait pas faire sans la jeune parce qu'elle ne saurait pas faire. Et puis, on va encore au début, justement, l'étudiante qui montre bien qu'elle ne sait pas. Tu mets combien de poudre? L'étudiante qui lui dit, mais comme ça, c'est égal, on fait à la façon Léa. Et puis, l'étudiante, là, tu me fais flipper. Hein. Elle est évidemment dans une situation pas aussi confortable de ça. Il faut qu'ils font la lessive, mais elle ne sait pas faire. Et puis, en même temps, elle est éducatrice du travail social. Et puis, elle devrait accompagner comment faire quand on ne sait pas faire. Ce qui fait que quand la machine, elle démarre à la fin, Léa, la jeune qui dit « Tu vois, voilà, la génie ». Et puis elle est tout contente. Et puis l'étudiante qui dit « Merci Léa de sauver ma vie d'adulte qui ne sait pas faire de lessive. » Alors dans cette situation-là, se négocient beaucoup d'enjeux interactionnels. Alors la question des savoirs, justement, qui sait faire une lessive, comment la faire, mais aussi qui sait de comment on s'organise, de pourquoi il faut faire la lessive aujourd'hui pour pouvoir partir demain. On voit quelque part en filigrane quand même la présence de l'équipe éducative qui a dit à l'étudiante, il faut aller faire la lessive, est-ce que toi tu peux aller faire? Il se négocie aussi les positionnements. Pour l'étudiante en tant que professionnelle, en tant que travailleuse sociale qui est responsable de cette activité, mais comme elle le dit aussi en tant qu'adulte, justement c'est bien l'étudiante qui vient dire la lessive on va la faire le soir, mais elle commence par dire tu veux avant de se corriger pour dire on va la faire. Et puis c'est la jeune qui dit d'abord donc on va la faire et l'étudiant qui va confirmer.
mais c'est pourtant elle qui a la clé de la buanderie et qui, avec ça, rend visible quand elle a un autre positionnement, qu'elle a une responsabilité qui lui a été quelque part octroyée aussi par les membres de l'équipe. Et il y a aussi beaucoup d'enjeux émotionnels qui se mettent en jeu dans cette situation-là. L'étudiante, elle dit bien que c'est un problème, hein, qu'elle ne sait pas faire la lessive, et puis c'est peut-être aussi un problème de dire qu'elle ne sait pas faire quelque chose où elle doit accompagner pour le faire. Et puis elle dit que ça la fait flipper. Et en même temps, c'est bien le fait que l'étudiant rend visible qu'elle, elle ne sait pas, qui permet à la jeune de valoriser ses savoirs, de montrer comment on fait, de justement aussi dire que bon, la poudre, on peut faire façon Léa, et puis de dire à la fin la génie. Et dans un foyer d'urgence avec des jeunes qui sont dans des situations très difficiles, le fait de pouvoir se sentir valorisé, de peut-être savoir mieux même que l'étudiante, de savoir qu'on est une génie qui sait faire la lessive, ça peut être des éléments qui sont justement intéressants dans une démarche de travail social. Et se joue aussi la question de la légitimité de l'étudiante qui justement peut peut-être construire quelque chose d'un positionnement d'adulte ou de professionnel et de réussir à faire quelque chose qui n'était pas si évident et qu'elle ne savait pas faire d'abord. Alors, comment on peut voir qu'il y a des traces de formation dans cette situation de lessive? Quand on regarde que ça, c'est peut-être justement assez difficilement perceptible et peut-être l'analyse rapide ne l'a pas forcément montré, mais quand on le regarde dans une trajectoire qui englobe le stage dans son ensemble et qu'on voit que tout au début du stage, l'étudiante avait expliqué à ses collègues de l'équipe, en dehors de la présence des jeunes, que pour elle, ce n'était pas toujours évident d'avoir une position d'adulte, que des fois, je suis persuadée de ne pas en être une, et que c'est hyper, et puis elle cherche le mot, et c'est sa collègue qui lui dit que c'est déroutant. Ça veut dire en tant que jeune femme qui est en train d'apprendre justement d'être travailleuse sociale, de travailler avec des jeunes adolescents dans un foyer, ça peut être déroutant. Il y a quelque chose qui a été discuté en équipe, qui a été discuté avec l'APF et qui en soi fait justement partie des objectifs de stage de cette étudiante. Et le soir même, juste avant d'aller faire la lessive, l'APF, en lui disant « tu peux aller faire avec Léa », elle lui dit « quand tu as besoin d'aide ». Ils sont juste à côté. Et l'APF a justement montré à l'étudiante qu'elle allait se faire cette lessive, mais qu'elle n'hésite pas à faire appel à elle, qu'elle est disponible pour tout ce qui pourrait se passer comme nécessaire. Ce qui fait qu'on voit bien qu'une activité autonome comme ici peut être une mise au travail qui s'inscrit dans une trajectoire de formation, mais que ce n'est pas toujours que ça intervient qu'à la fin, quand on sait déjà faire, que ça peut aussi venir des fois au début d'un parcours de formation ou pour des tâches qui ne sont pas encore complètement maîtrisées, et que parce que ça s'inscrit dans une trajectoire de formation, ça demande de la part de l'APF, mais aussi de l'équipe qui justement laisse l'étudiant faire elle-même une évaluation des risques possibles. Alors faire une lessive, peut-être ça ne peut pas donner tellement de choses gravissimes. La difficulté de la tâche et puis aussi les ressources de l'étudiante, est-ce qu'on sent qu'elle y arrive quand même? Est-ce qui fait que la question de la présence ou de l'absence des formateurs, des formatrices s'inscrit dans un processus dynamique? Ils ne sont pas là pendant que les deux font la lessive, mais ils sont juste à côté. Et je pense avec tu dis quand il y a besoin d'aide, il y a peut-être quelque part une présence d'un ordre peut-être psychique qui est là. Et on voit que cette façon de laisser l'étudiante faire elle-même de façon autonome permet de travailler sur ce sentiment de légitimité dans une expérience où l'étudiante va trouver les moyens pour s'en sortir, pour faire cette lessive, avec justement l'idée aussi que ce sont des objets de formation de stage. Et alors, dans ce moment-là, il me semble qu'il y a une hybridité cachée. Ça veut dire qu'il y a des enjeux de formation, mais on ne les voit pas au prime abord. Et que c'est à travers les étudiants qui portent leurs objets de formation, je veux dire, elle est empreinte de ce côté de devoir travailler sur son identité professionnelle, son sentiment de légitimité en tant qu'adulte, en tant que professionnel. Et avec ça, les enjeux de formation restent présents dans une situation de travail. Et puis,
puis que les jeunes ici, ou les usagers de façon plus générale, peuvent contribuer aussi à justement créer des opportunités de formation. Évidemment, on ne s'est pas lâché tout seul, mais d'accompagner, comme j'ai essayé de le montrer, dans ces trajectoires un peu rapides. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette question entre alternance et les données qu'on a montrées? C'est qu'on essaye de proposer justement peut-être un petit détour, de passer du concept de l'alternance à cette notion d'hybridité, ou peut-être ces moments où on est seul, ces moments où on est avec plein de différentes personnes en équipe ou avec les usagers, peut-être c'est quelque chose qui s'imbrique dans le sens qu'il y a des fluctuations qui sont incessantes entre des rencontres individuelles et collectives, que pendant les moments où on se trouve tout seul avec un PF pour discuter du travail, on parle de la dimension collective, on parle des personnes de l'équipe, on parle des usagers, on parle de l'activité à venir ou l'activité passée, ce qui fait que même quand ils sont que deux, l'étudiant, le PF, il y a quand même ce collectif qui reste présent et qu'il y a des processus dynamiques entre absence et présence qui sont là pendant les parcours de stage. On va aussi autour de la notion d'ostension, alors qui est très visible dans cette activité d'aiguisage Tusky, où il y a ce geste qui est amplifié, qui est avec tous ces regards, vraiment, il faut le regarder maintenant, comment il faut incliner cet outil pour aiguiser ce ski, de comment il faut évaluer de si c'est assez tranchant ou pas. Mais on va aussi, des fois, il y a des choses qui sont peut-être moins rendues visibles, qui sont des fois un peu cachées ou ignorées, et c'est peut-être justement parce que l'étudiant peut s'en sortir toute seule qu'elle peut travailler sur ses sentiments de légitimité, parce qu'on ne peut pas tellement lui dire maintenant tu essayes de te sortir en tant qu'adulte tout seul avec l'étudiante, ou on ne peut pas dire à Léa, tu vois, il faut qu'elle s'entraîne d'être adulte face à toi, à faire la lessive. C'est des choses qui se font sans le dire. Il y a également des enjeux qui sont cachés, ignorés, ce qui fait que cette hybridité peut être très visible ou aussi moins à certains moments. Et ça s'inscrit dans une temporalité et il nous semble intéressant de passer de la notion d'alternance qui, quelque part, dans le mot déjà, implique un agencement qui serait successif. On passe d'un endroit à l'autre, d'un savoir à un autre, on essaie de les articuler. Après, il y a toutes les théories sur les alternances de comment on peut le faire, mais disons, il y a quand même quelque chose où c'est l'un ou l'autre dans le terme de alternance. Et la notion d'hybridité qui montre beaucoup plus que c'est une imbrication qui peut être des fois simultanée, que ce n'est pas seulement l'un après l'autre, mais aussi peut-être en même temps. Et avec ça, que les processus de formation, il s'agit de les penser comme des trajectoires dynamiques où il y a des changements justement entre ce qui est individuel, ce qui est collectif, ce qui est mis en visibilité, ce qui est caché, et puis de le penser déployer dans le temps. Alors, les derniers moments de conclusion pour qu'on ait encore quelques temps pour la discussion. Oui, encore 1 minute 30. On considère que finalement, notre méthodologie d'analyse d'interaction, ça constitue une ressource pour la formation, une méthode pour pouvoir former, d'une part, mais également que cette épistémologie et ces méthodes d'analyse des interactions fines, comme vous avez pu le voir rapidement, ça constitue aussi une ressource pour la recherche. Puis que finalement, les deux peuvent s'enrichir mutuellement. Alors, si on prend quelques exemples pour le premier niveau, par exemple, observer le travail, la coordination dans l'action, on voit qu'on est sur l'interaction et la production du travail. Mais on peut aussi imaginer des espaces formation pour interagir, donc utiliser l'interaction pour former à travailler, montrer, rendre visible, etc. On a vu avec l'exemple des skis qu'on pouvait aussi envisager les espaces de formation en utilisant ces méthodologies pour interagir, à former. Dans ce cas, montrer, rendre visible, apprenable ce qu'il s'agit de montrer, comment le montrer à autrui.
Comme objet de recherche, d'accéder à l'identification des points de vue des interactions qui sont rendus visibles dans le déroulement des interactions elles-mêmes, rendus manifestes dans le cours des interactions. On accède finalement, en observant le travail ou l'interaction en train de se faire, au point de vue des interactants. L'identification de méthodes déployées par les interactions pour travailler et former, c'est un objet de recherche potentiellement intéressant pour nous, d'identifier les méthodes qui sont déployées. L'étude de l'imbrication des activités hybrides, je pense qu'on ne peut plus voir l'alternance, on la voit autrement à partir de ces études. Et puis l'étude des situations singulières, des trajectoires situées et de phénomènes interactionnels. Alors, peut-être un quiz, bon, si c'est pour aller vous chercher, mais c'est un peu la synthèse du tout de ça. Les trois petits cercles, qu'est-ce que ça pourrait signifier ces trois lettres? Où finalement, on navigue entre ces trois dimensions pour penser les objets qui nous intéressent. Le T étant le travail, donc on regarde le travail. Le F, c'est qu'on regarde la formation, puis on voit bien l'intersection, le travail et la formation au travail. Et puis, pour pouvoir se doter d'outils théoriques et méthodologiques, eh bien, il y a le L comme langage. Le langage, la dimension langagière, le langage au travail et en formation qui sont aussi dans cette interaction, c'est le cas de le dire, à ces trois niveaux. Voilà. Dernière slide. Bonjour Laurent, bonjour Ayla. Dernière slide, c'est le titre d'origine de notre FNSPF posé il y a 4 ans. On le ressort en fin de slide. On s'intéressait aux dimensions collectives de l'accompagnement en partant de l'analyse d'activité des praticiens formateurs, mais comme on l'a vu, il ne peut pas être un acteur isolé, il est toujours en interaction avec autrui. Puis c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer avec ces quelques vignettes. Puis je profite aussi de cette slide pour montrer la richesse des équipes. Je n'ai pas cité toutes les personnes, les remerciements à l'équipe de recherche élargie qui sont sur Vaud, qui sont dans les différentes structures, parce qu'on a composé une équipe élargie avec des gens de la santé et du travail social, en lien aussi étroit avec Laurent et son équipe. Et puis les remerciements aussi aux 14 PF qui ont été directement impliqués dans ces travaux et qui nous attendent pour une prochaine séance collective le 9 novembre à Lausanne pour continuer d'en savoir plus avec nous et nous avec eux. Voilà, on vous remercie vivement de votre présence et puis on est ouvert aux questions.